Bonjour à tous, nous sommes le 11 février 2025. Nous recevons aujourd'hui Roman. C'est un pseudo, bien entendu. Euh, Protège aussi tant qu'on peut les personnes qui le souhaitent. Il n'apparaît pas à l'écran pour les mêmes raisons. Et nous devons faire cette interview d'une manière un peu plus acrobatique que d'habitude. D'ordinaire, j'interviewe pendant 45 minutes la personne, histoire de comprendre la biographie. Mais Roman se fait attaquer et nous avions un rendez-vous hier et nos amis d'en face se sont arrangés informatiquement pour l'en empêcher. Donc, je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir dialoguer, lui et moi. En conséquence, ça se fait un peu dans l'urgence et je te demanderai aux auditeurs qui peut-être seront victimes d'une complication, d'une complexité du récit qui n'a pas pu être encadré auparavant. Voilà, cette mise au point est en fait un tout dernier mot, une pensée pour toutes les victimes de toute façon, et une pensée également pour ceux qui les aident. Et je songe à mon ami Luc, qu'ils ont quand même voulu tuer assez récemment. Nous en sommes là, hein. C'est le choix qui nous est fait aujourd'hui, c'est mourir debout ou mourir à genoux. Voilà. Roman, après cette introduction un peu cavalcade, est-ce que je pourrais vous demander, sans trahir les éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître, que vous nous racontiez un peu votre vie d'enfant rapidement, parce que nous allons essayer de cerner comment vous êtes tombé dans les filets de nos adversaires. On vous écoute. Alors, déjà, bonjour, merci de me donner cette parole et je partage votre pensée pour toutes les victimes et pour tous les gens qui s'impliquent à vouloir les aider. Écoutez, moi, je suis issu d'un milieu particulièrement défavorisé. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Une enfance difficile, délicate, d'un père qui était au départ clandestin, venu d'Algérie, qui a épousé une mère française. Mais j'ai vécu, voilà, plus ou moins dans une enfance vraiment, je dirais, défavorisée, dans des quartiers défavorisés, etc. Je n'ai pas eu l'impression, avec le recul, que mon père lui-même avait été ciblé. Et j'ai grandi à peu près normalement. J'ai intégré moi une institution militaire dont je tairai le nom, où j'ai fait on va dire environ 16 ans, où j'ai plutôt été tranquille. C'est-à-dire que ma vie s'est améliorée au fur et à mesure du temps, et j'ai plutôt été tranquille. C'est par la suite que ça s'est compliqué. C'est-à-dire que voilà, j'ai plusieurs raisons possibles en fait d'avoir attiré l'attention. Bon, il y a l'une d'entre elles où j'ai été, entre guillemets, je dirais, assimilé un peu à lanceur d'alerte, c'est-à-dire que je n'avais pas de blog, de site ou quoi que ce soit, mais je relayais les informations, où j'ai été sur des sites internet très rapidement en 2007-2008 déjà, même s'il y avait peu de sites qu'on dit complotistes, entre guillemets. En fait, je les glanais tous, j'étais particulièrement intéressé. C'est devenu presque, je dirais, Pardonnez-moi, mais vous étiez toujours à l'armée à ce moment-là. oui, tout à fait. Donc, Alors, il faut vous avez probablement été, entre guillemets, pisté par des services secrets militaires qui surveillent l'activité de leurs ouailles. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans le milieu, alors moi, en plus, j'avais été approché par un responsable du bureau sécurité qui s'occupait justement de ce genre de choses et qui m'avait dit, voilà, c'est sous secret professionnel, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de venir travailler? Parce qu'il avait vu mon dossier, qu'il était intéressé par le personnage. Allez savoir pourquoi, mais je mets absolument pas en cause justement le bureau sécurité parce que, en fait, on est très surveillé en permanence dans ce milieu, que ce soit par nos responsables hiérarchiques directs, par nos collègues. On a une notation qui est tous les ans. Et en fait, le bureau de sécurité s'appuie avec confiance sur les officiers qui nous notent au quotidien. Ce qui veut dire que si on doit avoir des questions qui viennent de l'extérieur, des dossiers juridiques ou quoi que ce soit, c'est directement vu avec le dossier, avec le bureau de sécurité. Il n'y a pas d'enquête directement sur les personnels, vraisemblablement, hein. Et le bureau sécurité va dire plus ou moins ce qu'il en pense. Voilà. Et d'après ce chef qui m'avait approché, il m'avait dit, tu n'imagines pas les dossiers qu'on a, on est débordé. Effectivement, ils étaient deux pour, on va dire, l'équivalent de 8500 personnes à peu près. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé justement, c'est que par la suite, quand je suis sorti de cette institution, je m'en suis, je dirais, entre guillemets, libéré.
J'ai un peu voyagé à l'étranger et je vous dis, il y a plusieurs possibilités en fait que j'ai pu provoquer, gratter. Moi, je me suis jamais laissé faire, hein, fondamentalement. J'ai toujours dit globalement ce que je pensais. Puis quand on m'emmerdait, entre guillemets, excusez-moi l'expression, bah, je rembarrais assez sèchement les personnes en question. Et j'ai pu effectivement frustrer des personnes qui étaient placées de façon judicieuse. J'ai travaillé par exemple dans un casino où le directeur sécurité était en lien directement avec les services spéciaux puisque il était fait assez régulièrement des exercices en cas de, parce qu'un casino, attention, hein, c'est plus protégé, j'ai envie de vous dire presque l'Élysée entre guillemets, hein. Et donc en fait, lui avait des accointances. Et je sais que parce que par la suite, où il m'avait mal jugé sur une situation, je l'ai rembarré de façon vraiment enfin voilà. Et en plus devant mes collègues. Et ça, je sais qu'il n'a pas du tout apprécié. J'ai pu clignoter rouge aussi, puisque comme je vous dis, plus ou moins lanceur d'alerte, j'ai participé notamment à faire circuler 6000 pièces qui avaient été détournées de loges dont je ne dirai pas le nom. Entre guillemets, voilà, oui, tout à fait, voilà. Donc, il y avait des dossiers comme ça, donc tout ce qui était déjà, je Je peux dirais, vous des dossiers. interrompre encore une fois ici. Bon, on sent bien qu'on a affaire à deux groupes humains structurés, à savoir les militaires d'un côté, et vous m'avez parlé de loge, donc parlons franchement franc-maçonnerie. J'en reparle parce que dans 85 à 90% des cas, ces deux catégories, ou au moins une, est impliquée. Les militaires sont toujours impliqués puisque le matériel est de nature militaire quand il s'agit d'opérations avec intervention satellitaire. Donc tout ça, ça n'est pas étonnant, mais effectivement, je crois que vous pointez juste, cette personne vous en a voulu, mais vous cochiez d'autres cases. Vous faites partie de gens, ce que j'appelle affiches, c'est-à-dire que on vous a coché en rouge pour votre réaction au casino, en rouge pour ceci, pour cela, et à un moment, ils vont décider que vous passez de la catégorie personne Oui, entre guillemets normale à la juste catégorie victime. Alors, je fais juste une parenthèse, si vous me le permettez, c'est-à-dire Tant pis. que moi, j'entends souvent parler, par exemple, les militaires, les services spéciaux, etc. Pour moi, ce sont juste des outils par lesquels des plans et des agendas passent. Et puis, j'ai moi-même fréquenté les militaires de manière générale. Je vous dis qu'ils sont comme vous et moi, ce sont des humains qui vivent leur vie de famille, ce sont des gens aimants. Moi, je crache pas dans la soupe, j'ai vraiment connu des gens de qualité avec qui j'ai beaucoup partagé. Donc, quand on dit les militaires, je tiens vraiment à faire cette précision-là. On ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde. On parle véritablement, voilà, on sait se servir d'outils particuliers, effectivement, militaires, par exemple, pour avoir fabriqué le virus du Covid, ce genre de choses, voilà. Mais la majorité ne sont absolument pas au courant et seraient totalement effarés de nous Oui, entendre parler aujourd'hui. absolument, et vous faites bien D'abord, de le dire. Là, je me non, permets juste de vous interrompre sur une seconde. Même réflexion pour les francs-maçons, j'en connais beaucoup. tout à Ce fait. sont toujours de bien braves gens qui ne se rendent même pas compte de ce qui est fait en leur nom. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un amalgame dont il faut se méfier. Cette appellation contrôlée militaire ou franc-maçon doit être assortie de restrictions que vous faites tout à fait bien de mentionner, mais il est un fait que ces deux catégories sont surreprésentées dans Tout à les fait. agresseurs. Alors après, je sais que j'ai voyagé un peu au Maroc, que j'avais frustré effectivement quelqu'un qui était proche de la famille marocaine, qui donc en fait c'est des gens qui ont de l'influence, donc à un moment donné la possibilité de se faire blacklister, Mhm. elle est tout à fait viable. Et puis la quatrième chose, et il est tout à fait, et là il est sans aucun doute, j'ai eu une enquête plus poussée que d'habitude. Et peut-être que c'est là où on s'est rendu compte effectivement de tout mon passif, un petit peu entre guillemets de lanceur d'alerte, j'ai envie de vous dire, de tous les sites que j'ai regardés c'est que, j'espère qu'on ne me reconnaîtra pas nécessairement quand je dis ça, c'est qu'en fait, mon ami a fait un enfant avec le neveu direct de Brigitte Macron. Et donc, en fait, bah, c'est la sœur d'une certaine Monique, qui était Monique Trogneux à l'origine, qui s'appelle Monique Guedet aujourd'hui. Et donc, cet enfant, qui se nomme Louis, bah, à un moment donné, c'est un peu attaché à moi. Effectivement, Arnaud, qui était le père de Louis, qui était donc le neveu de Brigitte, bah, lui n'est pas du tout concerné par cela, hein. Mais par contre, il était malheureux, effectivement, il souffrait de cette situation. Il n'est pas impossible qu'effectivement, très rapidement, il y ait eu une enquête me concernant, puisque pendant des repas ou quoi, lui ne pouvait pas cacher ses souffrances.
des gens de sa famille concernés en l'écoutant, on s'est dit qui c'est ce gars-là? Et puis ce gars qui fricote notamment avec le petit-neveu, avec le petit-fils, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai pu avoir effectivement une enquête beaucoup plus poussée. Et puis voilà, bon an, mal an, voilà, comme je vous dis, à un moment donné, j'ai clignoté rouge en fait à énormément dans beaucoup de situations qui font que voilà. Et il a été décidé à un moment donné qu'effectivement, j'étais blacklisté vraiment, vraiment. Et puis là, j'ai vécu une déferlante. Je vous dis, moi, mon expérience, c'est Oui, vraiment le cobaye de tout ce qui représente le gangstalking. d'accord. Voilà. Vous pouvez nous donner une date à peu près du départ de ce gangstalking? Alors, le départ exact, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, moi, je m'en suis rendu compte, c'était en 2018. Voilà, c'est-à-dire, comme je vous disais, bah, moi, j'avais aménagé dans une ville, bon, je peux dire, hein, c'est aux environs de Toulouse. J'habitais dans une petite impasse et puis j'avais mes propriétaires qui avaient une dépendance sur leur terrain et j'occupais cette dépendance, une petite maisonnette, voilà. Et j'avais un mur mitoyen avec un bâtiment qui était juste derrière moi, qui était une école de sérigraphie. Il se trouve que pendant que j'ai voyagé, cette école de sérigraphie a fermé et il s'est fait en lieu et place 7 appartements duplex qui ont tous été occupés très rapidement par des couples avec ou sans enfants. Bon. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, bah, quand je revenais, déjà de temps en temps, que j'avais des lenteurs extrêmes d'Internet, ce que je n'avais jamais eu avant. Je me branchais via CPL sur la box de mes propriétaires qui n'avaient jamais posé de problème. Et puis quand je suis revenu dans la région, en fait, de façon plus définitive, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très récurrent. Et puis en plus de ça, enfin, j'ai commencé à voir effectivement qu'à chaque fois, un des voisins était systématiquement, quand je rentrais dans mon domicile, se positionnait au trottoir d'en face. C'était une petite impasse très peu fréquentée. Sur le trottoir d'en face, et puis ils étaient positionnés pile poil en fait en face de la box de mes propriétaires qui donnait côté mur, côté rue. Voilà. Et ça, j'ai pu le vérifier 10, 15 fois d'affilée en regardant. Je me suis dit, c'est quand même étrange, pourquoi il se poste là? Donc, j'ai très vite compris qu'il me piratait Internet, qu'il piratait mes postes, enfin mes téléphones, etc. J'ai arrêté d'utiliser la prise CPL. Je me suis mis donc un peu comme tout le monde avec mon téléphone portable à faire partage de connexion. Sur le moment, j'ai plus vu de voisins se mettre sur le trottoir d'en face, mais j'ai eu les mêmes problèmes de lenteur extrême, etc. Et à chaque fois que je changeais de code de partage, de connexion, que j'éteignais mon téléphone portable ou que je coupais l'électricité, ces trois éléments, en fait, à chaque fois, j'ai pu le tester 100 fois, hein, j'ai envie de vous dire, 100% des cas, j'avais exactement les mêmes phénomènes qui se déroulaient, à savoir claquement dans le mur. Un claquement dans le mur à chaque fois que je changeais mon code. Un claque qui vraisemblablement était le long de mon circuit électrique. Quand je changeais de code, j'avais un claque côté ouest, côté salon. Dès lors qu'ils avaient récupéré la connexion, il y avait un claque côté est, côté cuisine. C'était systématique, toujours dans les mêmes positions. Mais dès lors que je changeais Alors, premièrement, chronologiquement, c'est dès lors que je changeais de code, j'entendais, parce que c'est la première fois en fait que je commençais à entendre des bruits sur le mur mitoyen, et avec un appartement qui était mitoyen donc avec le mien. C'était un jeune couple qui avait tout le temps leur volet fermé. Je ne comprenais pas d'abord pourquoi. Un classique Et, aussi, un et classique. j'entendais systématiquement les mêmes bruits, c'est-à-dire un bruit de grincement, des bruits de pas, puis des bruits de pas à nouveau et le même bruit de grincement qui laissait penser à une personne qui se levait d'un canapé ou d'un fauteuil qui grinçait, se dirigeait vers un coin de la pièce, faisait quelque chose, puis revenait et s'asseyait. Et ça, donc, comme je vous dis, c'était dans 100% des cas. Chaque fois que je coupais l'électricité, parce que je me suis amusé à ça, hein, que je changeais mes codes de partage, que j'éteignais mon ordinateur, voilà, ou que j'allumais mon ordinateur à chaque fois. Dans la foulée, j'avais un bruit de scooter T-Max, j'avais un claquement, je vous dis, dans le mur, voilà. Et dans la foulée, j'avais, dans les 20 secondes qui suivaient, un bruit de scooter T-Max qui sortait du numéro 32, du numéro en 23 bis de ma petite impasse et qui se dirigeait vers je ne sais pas où. À tel point que même l'ayant fait 25 fois par jour, j'avais ce même enchaînement de phénomènes, c'est-à-dire claquement dans le mur, bruit de grincement, bruit de pas et scooter T-Max qui sortait et qui partait. Donc j'ai très vite compris finalement que, en plus de ça, j'avais observé que ce couple en question, que mon propriétaire connaissait, il m'avait dit, bah, c'est eux qui habitent là. Au bout de 2, 3 mois, 4 mois, j'avais dit, ah bon, je les ai jamais vus, ils ont toujours leur volet fermé. Il me dit, si, si, ils sont venus me voir parce que comme vous étiez pas là à l'étranger, ils sont venus me voir pour se brancher à l'électricité chez vous parce qu'ils n'avaient pas l'électricité.
Donc, j'ai commencé à comprendre. Et puis, de la même manière, tous les vendredis, je crois que c'était tous les vendredis vers midi, entre midi et 14 heures, je les voyais se diriger vers le 23 bis, de là où sortait le scooter. Et au début, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un de leur famille. Mais non, j'ai compris finalement que les ramifications se faisaient, c'est-à-dire qu'une personne qui habitait au 23 bis, qui était le voisin direct de ce propriétaire de scooter T-Max, était un homme d'environ 60 ans que j'appelais le patriarche, qui était le père de deux de ses enfants qui avaient un appartement dans cette petite résidence juste derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il avait racheté trois appartements. Lui, il était propriétaire de trois appartements. Deux appartements qu'il avait donnés à ses enfants, deux de ses filles, et un appartement qu'il louait à ce couple qui était juste mitoyant derrière moi. Et c'est là que j'ai compris finalement les ramifications de tout ça. Je me suis dit, bon, bah, toutes ces personnes-là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une intention qui était vraiment mauvaise à mon égard. Un petit arrêt sur image. Ce patriarche, qui est évidemment l'organisateur du harcèlement, vous avez une idée de quel milieu il a fréquenté? Enfin, je veux dire, j'ai un cas, par exemple, ici, pas loin de chez moi, c'était un ancien de la sûreté de l'État. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le mari, il y avait un couple qui habitait tout au bout de la résidence et qui avait deux enfants. Mon propriétaire me dit un jour, vous savez, le grand gaillard là, je lui dis oui. Il me dit, ben, il a bossé pour les renseignements, lui. Il habitait, lui, dans la résidence juste derrière moi. Donc, vrai ou faux, je ne sais pas, mais il avait discuté avec lui et il avait parlé un peu de son passif, etc. Bon, bref, peut-être. Le patriarche en question, lui, ce qui était sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent. C'est-à-dire le nombre de véhicules qu'il y avait, maison, le type apparemment était propriétaire d'eux, parce que j'avais discuté avec un jeune locataire de l'appartement qui était juste au-dessus, c'était eux qui lui louaient. C'était lui qui lui louait, le patriarche et sa femme qui lui louaient l'appartement. J'avais discuté un peu avec lui. Il me dit, ouais, il me dit, ça se voit, ils sont blindés de thunes, etc. Et d'ailleurs, à ce même jeune avec qui j'avais dit, ça te dérange pas ce bruit de T-Max en permanence qui sort et qui rentre? Et il m'avait dit textuellement, ah oui, avec mon coloc, on se dit, c'est pas possible, il doit vendre du shit. Bon. Et, euh, et donc voilà, donc organisateur ou pas, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, avec toute mon expérience, parce que pour essayer d'abréger, moi j'ai fait quatre adresses différentes. Je suis aujourd'hui à ma quatrième adresse. J'ai fait quatre sites de travail différents. Et j'ai vu systématiquement exactement les mêmes choses. J'ai cherché au départ à échapper à tous ces gens qui me suivaient en permanence, parce que quand je vous dis ce sont des milliers et des milliers et des milliers de personnes que j'ai pu voir en l'espace de 6 ans, c'est un nombre incalculable. Au début, ce qui m'a vraiment fait souffrir, bah, d'une part, c'était de n'avoir aucune oreille qui était capable d'entendre ce que je disais, puisque j'étais déjà dans un état de stress pas possible, et ce que je racontais, même moi, j'avais du mal à y croire. Et la deuxième chose qui me stressait énormément, c'est de ne pas avoir de réponse, parce que autant je pouvais lire des choses, voilà, état profond, satellite, etc. Ça m'expliquait pas en fait la faisabilité de la chose. Comment expliquer qu'on avait tout le temps un vivier de ce que j'appelle suiveur harceleur en permanence, 24 heures sur 24, où que j'aille, et j'ai fait tout le territoire national. Je peux vous dire que j'ai essayé d'échapper. Alors toutes mes économies y sont passées, évidemment, j'ai été dans des étapes hôtels, j'ai été dans des hôtels perdus, hein. Je partais des fois, je préparais mes affaires que je mettais dans la voiture la veille. 3 heures du matin, je me levais, j'avais ma sacoche prête, je mettais un manteau, je rentrais dans la voiture, je savais même pas où j'allais, hein, parce que j'avais compris qu'on pouvait avoir accès à mon cerveau, etc. Donc, je me disais, ben, j'improvise, je prenais une nationale, je rentrais sur une autoroute, je faisais 25 km, je prenais une autre autoroute, je prenais une autre autoroute, finalement, je me retrouvais 340 km plus loin, je prenais un hôtel, le premier qui me venait sous la main. 10 minutes après que je suis rentré dans la chambre, j'entendais des gens qui s'installaient dans la chambre juste à côté. J'entendais. On peut juste faire un petit arrêt aussi sur image ici. Le pistage, vous avez l'impression que vous avez été implanté ou votre voiture Alors, pulsée, je sais pas. de dire qu'effectivement, même si je me suis dit non, etc., moi, j'ai des choses, à minima, j'ai des choses dans les oreilles. C'est-à-dire que, oreille droite, j'ai un acouphène permanent. Et il m'est arrivé rarement, mais déjà arrivé en fait de toucher, puis de sentir comme une espèce de petit bouton. Et au moment où j'appuie dessus, déjà l'acouphène se calme. Mais en plus de ça, je sens ce petit bouton rouler sous mon doigt. Vous avez Ça, c'est l'impression que vous avez été implanté où et comment? aucune idée. Honnêtement, aucune idée. Je sais Parce que pas, peut-être pendant le sommeil. un classique, c'est il vous hypnotise avec des fréquences électromagnétiques, hein, donc 6,5 je crois.
Une fois que vous êtes endormi, bah, ils ont toutes les clés qu'il faut pour rentrer chez vous. Ouais, Ils vous injectent pour être bien sûr que vous bougiez pas. ouais, Et c'est alors, ça. vous avez droit au puçage. Effectivement, derrière les oreilles, c'est un classique. Le nombril, c'est un classique parce que c'est dissimulé là en dessous. Évidemment, chez les femmes, on a droit à toutes les perversions sexuelles qu'on peut imaginer. Les hommes, idem, hein, donc à la base du pénis. Et je vous dirais que les implants, maintenant, ne leur sont plus tout à fait nécessaires. Ils peuvent, Alors, moi, ce que je peux vous dire de mon expérience et de ce que ce que j'ai pu ressentir, autant pour les symptômes, etc. Après, je vous dirai en fait toutes les réponses que j'ai eues parce que finalement, c'était plein de questions et il n'y avait aucune réponse possible. Et puis, d'un coup d'un seul, il s'est présenté une situation qui m'a fait comprendre et cette compréhension et à travers ce prisme-là, j'ai réussi à répondre à toutes les questions. Alors, pour ce qui est puçage et pour ce qui est des effets au niveau du corps, moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose également au niveau de la poitrine, plexus presque au niveau du cœur, j'ai envie de vous dire, et à peu près symétriquement pareil au niveau du dos, à peu près au même niveau, voilà. Puis au niveau des oreilles, oreille droite, oreille gauche. J'ai l'impression qu'oreille droite, ça fait émetteur, et oreille gauche, ça fait récepteur. et Je me suis c'est d'ailleurs, ça. Excusez-moi encore une fois, mais vous avez été opéré quelque part? non, non, non. Ok. Je me souviens que une fois justement, ce collectif de voisins qui était à côté, d'ailleurs que je trouvais qu'ils avaient une promiscuité tout à fait étrange pour des gens qui étaient d'univers différents. Enfin, je veux dire, voilà, ils se voyaient très souvent, ils se réunissaient souvent. Et souvent, en fait, moi, j'avais, vous savez, une petite fenêtre à la porte, je sais plus comment ça s'appelle, à ma porte d'entrée. Il y avait une grille, mais j'ouvrais en fait un petit ouvrant au niveau de ma porte. Donc, je pouvais entendre des choses de temps en temps. Puis j'en ai entendu en 6 ans. Et j'entends une fois, par exemple, mais il a toujours pas compris que où qu'il aille, on saura toujours où il est. Ça, c'est une phrase que j'avais entendue. Une autre fois, ayant compris que forcément il y avait des caméras chez moi, c'était impossible. Je cachais mes webcams, etc. C'était impossible parce qu'il y avait des choses qui se passaient, ce serait trop long à vous expliquer, mais en fait, bon, j'avais le sens de l'observation. Il était impossible, en fait, qu'on puisse anticiper certaines choses, notamment au moment pile poil où je sortais de chez moi, etc. Même quand je rentrais à 3 heures du matin, etc. Il y avait forcément, en fait, micro et caméra chez moi. Donc, j'ai commencé à regarder au niveau de tous les points hauts que j'avais chez moi, j'ai commencé à les couvrir. Je rentre le lendemain soir du travail, il y avait un couple de créoles 2 appartements plus loin qui faisait la fête au moins une fois par semaine. Donc c'était musique antillaise, sympa, et d'ailleurs beaucoup des voisins s'y rendaient. Je rentre, j'ouvre ce petit ouvrant de fenêtre, et là j'entends, ils étaient sur leur terrasse, et là j'entends, ah, on n'a plus la caméra. Voilà, ce genre de choses, en fait, comme je vous dis, j'ai pu entendre un nombre de fois incalculable. Mais pour revenir en fait à ces effets qu'il y a sur le corps, moi j'ai le sentiment qu'en fait, ben, émission, réception. Dès que l'émission est suffisamment forte, bon, ben, on sait la position éventuellement même de la tête, du corps, etc. Et on peut émettre de façon à ce qu'il y ait une réception par un récepteur quelconque. Ce récepteur quelconque va transmettre à différentes zones éventuellement du corps. Il va y avoir comme pareil des autres micro-récepteurs et micro-récepteurs qui vont et micro-émetteurs qui vont faire que l'un et l'autre, c'est comme s'il y avait des nanophiles qui pouvaient se joindre de l'un à l'autre, qui pouvaient entourer certains nerfs, certains organes, certains, etc., et qui allaient vous provoquer des irradiations, qui allaient vous provoquer, etc. Bon. Je reviendrai dessus un petit peu après, si vous voulez, parce que je reviens sur toute la phase voyage que j'ai testée. C'est-à-dire que où que j'aille, centre commercial, même si c'est à 400 km de chez moi, restaurant, hôtel, autoroute, nationale, voie publique, parc, établissement privé, établissement public, où que j'aille, partout où j'allais, même des petites rues d'un village, au moment où j'entamais cette petite rue pour la première fois, il y avait 3 voitures qui sortaient en même temps, alors qu'il y avait peut-être 5 ou 6 maisons qui sortaient en même temps de leur maison. Je me disais, mais comment ça, encore une fois, c'était des questions auxquelles on pouvait avoir aucune réponse. Je me disais, comment se fait-il? Alors, en plus, j'avais une vision, moi, avant tout ça, j'avais une vision très positive. Je me disais, un nourrisson, ça vient au monde, c'est tout à fait positif, c'est avec le temps que, mais on peut faire quelque chose, l'humain est bon, etc. Puis là, d'un coup d'un seul, j'avais la vision d'un monde, mais qui était tout à fait macabre, c'est-à-dire énormément de gens partout qui sont là pour vous faire du mal et qui vous attendent à tout, voilà, à tous les niveaux. Des théâtres de rue dans des aires d'autoroute, etc. Des choses vraiment assez hallucinantes. Et j'ai réussi finalement, comme je vous dis, à avoir les réponses au fur et à mesure. Et donc, tout ça pour vous dire que la véritable question que je me posais, c'est comment se fait-il que partout où je sois, j'allais même dans un bois à 3 heures du matin, complètement perdu, il faisait -2 degrés,
il se passait quoi? Même pas une demi-heure pour que je vois au loin des lumières de téléphone portable et des lampes de gens qui se baladaient à moins 3 degrés, 3 heures du matin dans un bois où on peut se tordre la cheville à n'importe quel moment. Il y a quand même des prises de risques. Il est impensable que ce soit des gens qui sont payés par les Oui, services je secrets. pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous arrête un peu pour des questions d'horaire, mais on voit bien le harcèlement d'anthologie dont vous êtes victime. Mais les armes à énergie dirigée, vous avez évoqué la chose. Euh, le harcèlement, vous l'avez découvert vers 2018, mais les armes à énergie dirigée, vous les avez perçues. 2019, été 2019, après l'été 2019. C'est-à-dire que, pour vous dire en fait ce qui n'a pas plu, alors bon, de toute façon, ça, à mon avis, ça serait arrivé. Mais c'est arrivé à la suite du fait que je suis sorti de leur radar pendant 5 jours. C'est-à-dire que j'avais anticipé, je m'étais inscrit à un stage via un autre ordinateur d'une amie, machin, je vous la fais courte. Et j'avais lu, en fait, je suis tombé sur un article qui expliquait que comment on pouvait nous suivre avec le téléphone portable. Puis j'avais les bruits de claquement, je les avais également dans ma voiture, à des endroits bien particuliers que j'avais réussi à peu près à localiser. Donc je m'étais débrouillé des aimants néodymes d'une certaine taille. Je vous expliquerai après ce que j'en ai fait. J'avais lu que sur les téléphones portables, j'avais arrêté l'utilisation des smartphones, hein, puisqu'à chaque fois ça marchait plus, c'était pété, ça coûtait cher, et puis je me disais c'est pas possible, on me trace et Mhm. voilà avec ça. Donc j'avais un téléphone 2G, mais j'avais vu que les antennes pouvaient vous suivre, même si le téléphone était éteint, pouvaient vous suivre en fait sur 40 kilomètres. Au-delà de 40 kilomètres, on passait sur d'autres parcs d'antennes, en fait, et on pouvait ne pas être suivi si on avait retiré la batterie du téléphone. Donc, moi, j'avais retiré batterie de téléphone, batterie d'ordinateur portable, j'avais préparé mes affaires quelques jours avant, et encore une fois, je suis parti à moitié dans la nuit à tout berzingue. Et je suis parti, en fait, et j'avais mis des aimants néodymes à tous les endroits dans mon véhicule qui faisaient des claquements. Et j'avais que des vêtements que je n'avais jamais portés, que j'avais achetés peu de temps après, des sacs que j'avais jamais portés, chaussures que j'avais jamais portées. Donc en fait, je veux dire, j'étais un peu vierge de tout. Je me suis dit, là, si on arrive à m'avoir, voilà. Et je suis sorti des radars pendant à peu près 5 jours. Quand je suis revenu, je l'ai vu, hein, parce que j'ai vu la tête du patriarche quand il m'a vu, les voisins quand ils m'ont vu, ils faisaient vraiment la gueule, comme si ils avaient vraiment perdu quelque chose. C'était comme si on leur avait retiré 3 salaires, quoi, quelque part. Et donc, là, à l'issue de ça, effectivement, vraisemblablement, j'ai eu quoi, peut-être un mois et demi après, j'ai commencé à avoir des acouphènes extrêmement violents oreille droite. Et puis, j'ai commencé à, par exemple, j'étais pris de quintes de toux qui étaient excessives. Et moi, au départ, je me disais, mais c'est normal parce que je fais du sport et que je fume. J'étais fumeur à l'époque et que je fume, donc c'est contradictoire. Puis comme là, en ce moment, je fais beaucoup de cardio, etc. Or, j'avais lu encore une fois, de temps en temps, je regardais les articles, il disait qu'on pouvait être pris de quinte de toux quand on était attaqué d'eux, et que pour le savoir, il suffisait par exemple que quand on avait une quinte de toux qui arrivait, alors moi, on me posait les questions, des fois on me disait, mais vous êtes sûr, vous n'êtes pas malade? Parce que je toussais vraiment comme un tuberculeux, quoi, hein. Donc, et je lis cet article où il disait à un moment donné, pour savoir si vous êtes attaqué ou si c'est vraiment une quinte de toux qui est autre, faites 2 ou 3 pas sur le côté dès que vous avez votre quinte de toux. Bah, à tous les coups, hein, monsieur Couvreur, à tous les coups, je faisais 2, 3 pas de côté, la quinte de toux s'arrêtait. Oui. Donc j'ai compris qu'effectivement, on m'avait avec ça. Comme j'étais privé de sommeil, puisque attaquer la nuit, etc., machin, en fait, bah, 1 heure avant que je parte au travail, boum, on me laissait m'endormir ou on provoquait l'endormissement qui va bien. Puis juste 10 minutes avant ma prise de travail, donc retard garanti, je me réveillais en panique complète. Mais non, c'est pas possible. Donc je prenais la voiture. Forcément, dans mon impasse, les gens me voyaient sortir comme un fou. Là, à ce moment-là, il y avait toujours quelqu'un avec sa voiture qui roulait tout doucement devant moi, qui montrait du doigt les bâtiments, etc. Puis au moment où je voulais le dépasser, se mettait à accélérer. Tout ça pour me faire péter les câbles devant finalement les commerçants de la rue, etc., etc. Ils avaient gain de cause, hein, fondamentalement, puisque moi, voilà. Donc j'arrivais en retard au travail et puis je vous dis, j'ai fini par voyager un peu partout pour essayer ne serait-ce que de dormir un peu parce qu'il était impossible, je vous dis, mais totalement impossible. Il n'y avait pas 1 centimètre cube d'espace chez moi qui n'était pas irradié, quoi. Donc voilà. Suite à ça, j'ai envie de vous dire, voilà, sur les 4 adresses que j'ai fait, ça a été la même chose. J'ai remarqué que la quasi-totalité des voisins, très rapidement, participaient au même jeu.
C'est-à-dire que j'entendais Thierry, hein, une des personnes que vous avez interviewé, là, l'ancien chauffeur, qui expliquait que, en fait, à n'importe quel moment où il sort, il a des voisins qui sortent en même temps, etc. Bon, ben moi, ça, je le vois tout le temps. Là, à un moment donné, parce que cette période-là a été importante, à ma troisième adresse, j'avais arrêté de travailler à un moment donné, donc je me retrouve au chômage, puisque j'avais fait un abandon de poste, etc. Ça devenait délicat, on voulait me changer de service, me mettre avec plein de collègues, avec plein de monde autour de moi, etc. Donc j'avais bien compris le piège. Donc finalement, je me retrouve au chômage et puis c'était juste avant le deuxième confinement. Il déclare le confinement le vendredi pour le lundi matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'est fait en 48 heures. Moi, je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose. J'ai glané un peu sur Internet et j'ai trouvé finalement deux mobilhomes à vendre à une centaine de kilomètres de là où je suis actuellement, au sein d'une ferme de 120 hectares, avec pour seul voisin le couple de propriétaires qui était environ 100 mètres au-dessus et un couple d'éleveurs qui était 400 mètres plus loin. Et à 5 kilomètres à la ronde, pas un voisin. Donc je me suis dit, là quand même, je vais retrouver un petit peu de tranquillité. Alors effectivement, ça a duré 8 jours, 8, 10 jours. Je les ai vus d'ailleurs être approchés. J'ai vu cette phase de recrutement. J'ai vu cette approche. Puis les mobilhomes, en fait, c'est pas des murs avec du double vitrage. Donc on entend tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, de la moindre goutte de pluie, du croissement de la grenouille, les cloches des chèvres un peu plus loin, etc. Le moindre bruit de moteur et tout. Donc j'ai pu effectivement entendre là encore des choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Donc, n'ayant pas de travail, je faisais mon jardin. Je me suis dit, je vais pouvoir me reposer. J'étais déjà en train de partir dans l'idée que j'allais faire berger. Écoutez-moi bien, hein, parce que pour pouvoir en fait passer au moins 4 mois d'estive dans les montagnes tout en haut avec personne et puis ne pas être attaqué uniquement pour ça. Bien heureusement, Dieu merci, j'ai pas été dans cette voie-là. Euh, Très rapidement, en fait, j'ai été attaqué encore plus que ce que j'avais été attaqué avant. Et ça, c'est important. C'est que chaque fois qu'on va changer d'adresse, c'est comme s'il allait y avoir une accentuation de la chose. Alors, d'une part, c'est pour vous faire croire que, pour vous casser le moral, évidemment, et puis pour vous faire croire que c'est comme si c'était une réprimande. Ça, et l'origine, c'est une réprimande, hein. L'origine des tirs satellitaires, On va y venir, parce que je vous dis encore une fois, les réponses, moi, je les ai trouvées à mon niveau. Donc là, j'ai eu très rapidement, j'ai été attaqué, très rapidement, j'ai eu une première intoxication alimentaire que je pense avoir été provoquée, d'autant que je mangeais que des produits du jardin. Allez savoir chercher l'erreur, quoi. Je mangeais très peu de produits finalement centre commercial. J'étais rentré dans une phase un peu diète, un peu semi-vegan, j'ai envie de dire entre guillemets, puisque je voulais consommer des trucs un peu plus frais, etc. Bon, première intoxication alimentaire. Un mois plus tard, deuxième intoxication alimentaire. Au bout du compte, ne voulant absolument pas aller dans des hôpitaux, etc. Pour rentrer dans ce piège finalement, parce que je vous dis, même des cliniques hôpitaux, j'ai pu voir en fait que tout personnel soignant, du médecin jusqu'à l'homme de ménage, tout le monde en fait, enfin j'ai pas tout le monde, mais j'ai vu des joueurs en fait, et ils ont des placements bien particuliers, des comportements bien particuliers que j'identifie à 99%. Et donc, je voulais pas rentrer dans ce piège-là, donc j'essayais de me soigner un peu au jeûne. De toute façon, je pouvais absolument rien avaler, c'est-à-dire que je pouvais rester 6 jours en avalant très péniblement une gorgée d'eau, en vomissant de la bile et en pouvant en avaler absolument que dalle. Donc, j'ai perdu 12 kilos, je me suis extrêmement affaibli. Et là, ils m'ont chargé de puissance 14, si j'ai envie de vous dire. Là, ils en ont profité. J'ai bien vu finalement que quand on avait un genou au sol, le but c'était de faire poser le deuxième, quoi. Les propriétaires qui étaient déjà en train de contacter des gens pour dire oui, mais il est pas bien, il va pas bien, etc. Faut peut-être qu'il ait de l'aide, etc., etc. Ils venaient taper à ma porte, ils me disaient non, mais il faut pas que vous restiez enfermés. Nous, on veut que vous vous fassiez aider. Bon, j'ai vu vite le truc arriver. Mais heureusement, j'ai mon ami qui est venu me chercher, qui m'a un peu tiré de là, qui m'a aidé. Je me suis requinqué. J'ai réussi à relever le deuxième genou et puis j'ai surtout compris à ce moment-là que j'avais pas le droit à l'erreur. J'avais pas le droit à l'erreur parce que de toute façon, c'était soit, comme vous l'avez dit, soit je meurs à genoux dans un manque de dignité, dans la souffrance la plus totale, soit je meurs debout, ou soit je continue à vivre en tout cas, et puis je mourrai de mort naturelle ou de mort qui est prévue, pas de mort provoquée. Voilà, donc j'ai réussi finalement à me relever. Bon, tout ça pour vous dire, j'ai finalement décidé à un moment donné d'arrêter toute recherche, parce que j'ai été pareil sur Internet, et ça mériterait un chapitre complet sur un bouquin, que je pensais d'ailleurs écrire à un moment donné, sur les faux TI.
C'est-à-dire que tous les groupes Facebook, Gunstalking, machin, etc., des gens qui vous approchent, qui vous... Alors vous êtes content, vous avez une écoute, une oreille, etc. Puis je me rends compte qu'en fait, bah voilà, vous vous faites piéger puissance 4. Donc j'ai compris à un moment donné que le piège, c'était ça. Même la personne, c'était une femme russe d'ailleurs, qui laissait des posts souvent sur YouTube, qui avait bizarrement 8000 abonnés, qui était tout le temps Arma Énergie dirigée, Arma Énergie dirigée. Je me suis rendu compte après coup, j'étais tombé sur le cul qu'elle avait créé une association, que soi-disant, elle avait fait un moratoire sur les armes à énergie dirigée, que ça avait été signé par l'État russe. J'ai pris son document, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai trouvé aucune trace. La seule trace que j'ai trouvée, c'est qu'elle avait fait un copier-coller d'un moratoire, effectivement, qui avait été signé en Russie, mais sur l'utilisation d'armes, de manière générale. Et elle avait rajouté armes à énergie dirigée, etc. En gros, c'était simplement pour qu'on prenne ces documents-là, qu'on les fasse tourner sur Internet, et puis qu'on perde toute crédibilité si un jour on veut porter le paix. Oui, mais enfin, vous êtes en train de faire tourner des fakes, voilà, C'est le des but. fausses, etc. Bon. Donc, j'ai décidé à un moment donné de tout arrêter, d'arrêter de faire des recherches, d'arrêter de vouloir. D'ailleurs, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait en parler à personne. J'ai même, je vous fais une parenthèse dessus, à un moment donné, pensé aller voir des psys, à avoir deux ou trois. Attendez, justement, c'est marrant d'avoir deux ou trois confirmations de psy, comme quoi j'avais toute ma tête. Et puis, il me vient à l'esprit d'un type que j'avais connu dans ma jeunesse, et qui était vraiment sympa comme tout. Et puis pendant que nous, on faisait la fête à 18, 19 ans, bah, lui, il était jamais là parce qu'il faisait ses études de médecine. À chaque fois, non, les gars, faut que je bosse, je peux pas, etc. Mais je l'ai revu plusieurs années après, donc il s'était spécialisé dans la psychiatrie. Je me rappelle de son nom, je dis, mais oui, putain, il faut que je le recontacte. Et là, je retrouve sa trace, je vois voilà, où est-ce qu'il pratique, etc. Je finis par la voir. J'ai eu du mal. Je finis par la voir. Tu te rappelles, c'est moi, etc. Voilà, on s'est connus chez un tel, tout ça. Il me dit, mais oui, je me souviens très bien de toi, mais qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu m'appelles? Et quel est le degré d'urgence? Parce que j'avais fait croire que c'était une urgence, etc., médicale. Je lui explique, non, c'est pas une urgence, mais il faut que je te parle. Donc, on finit par avoir un créneau ensemble. Il m'écoute pendant une demi-heure. Et je lui dis, et je crois qu'il faut impérativement, et c'est sa réponse qui est tout à fait marrante, cocasse, et je lui dis, il faut impérativement que je vois des psys et puis que je me fasse dédouaner. C'est que si à un moment donné je porte le paix ou s'il se passe quelque chose, bah, que j'ai ma crédibilité. Il me dit tout de suite, de but en blanc, il me dit, je serai toi, je me précipiterai pas à aller voir un de mes confrères. Bon, j'ai tout de Tu suite avais compris. raison. J'ai Tu avais compris, raison. il fallait faire tout ce à quoi ils s'attendent que vous fassiez, bah, Oui. c'est vers là où il faut pas que vous alliez. C'est-à-dire s'enfermer, s'éloigner, essayer d'en parler à tout le monde, essayer absolument. La psychiatrisation policière, c'est aussi un grand classique chez les victimes. Enfin bon, on va parler de Régis, je ne sais plus si c'était off ou pas. Régis, je l'ai défendu de l'ordre des médecins de Liège pour une consoeur qui avait eu un comportement tout à fait abusif, à mon avis. Et là, je vous rejoins aussi, tout le personnel, que ce soit les flics, les médecins, tout ce que vous voudrez, vous avez maintenant sur votre carte, on peut dire, tagué TI. Et où que vous alliez d'un point de vue social, vous tomberez toujours sur des gens qui verront ce tag et à qui on a dit, si vous voyez un tag pareil, vous en référez à un tel ou à un tel, et on délègue à la personne qui sera votre nouveau contrôleur. Et Pour donc, mettre voilà. encore plus en lumière ce que vous dites, ils utilisent même le système de vigilance voisinage. C'est-à-dire que justement, il y a ce système-là qui avait été créé, je crois que c'était sous Hollande, qui avait été créé en fait, où ils voulaient inciter pour les anti-braquages, pour faire attention éventuellement des gens dangereux dans votre ville. Donc, il y a des chefs de secteur qui sont en lien direct avec les forces de l'ordre et qui fait que dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va être fiché S, W, X, Y, ben, il va y avoir effectivement des communiqués à ces chefs de secteur qui vont communiquer à tous les autres. Et puis, ben, voilà comment déjà, dès le départ, on va avoir une surveillance, on va avoir l'impression que ces gens-là ben, nous surveillent et font partie Mais du même même dans chose. le dossier médical, hein, je peux vous garantir qu'il y a des tags aussi, hein. Ah ouais. Et donc, pour en revenir à qu'est-ce qui m'a amené à avoir la réponse à ces questions et où on n'en entend jamais parler. C'est qu'un jour, en fait, ça faisait 3 ans que j'avais pas de réponse et je vais vous dire comment j'ai vu que j'avais touché quelque chose qu'on ne voulait absolument pas, dont on ne voulait absolument pas qu'on parle. Ça explique également comment je me fais irradier, qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériel, etc. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, c'est-à-dire que tous les voisins pourraient avoir des armes à énergie
dirigée, non, c'est les militaires qui ont ça. Après, on peut aujourd'hui fabriquer des choses, mais on trouve pas ça chez des voisins, sinon à un moment donné, c'est pas possible qu'ils prennent ce risque-là. Donc encore une fois, c'était des réponses que je n'avais pas. Je disais comment c'est possible, comment ils arrivent à faire ça partout où je vais, une chambre d'hôtel au septième étage, un parking au -2, enfin partout où j'allais. Et en fait, je tombe un jour, je faisais des recherches assez souvent sur Google, traquer, harceler, machin, je trouvais rien. Je trouvais ça très très étonnant. Et un jour, pour la première fois, j'utilise le moteur de recherche DuckDuckGo et je tape exactement la même chose, traquer, surveiller. Je tombe sur un site qui s'appelait Association Polyvalence et sur un post d'une femme qui avait fait un, un, un article résumé, elle avait fait un super travail. C'est-à-dire que j'ai vu cet article-là et je me suis dit, ah, Jésus, 80% de ce que je vivais était écrit, à part les attaques à énergie dirigée ou du moins les attaques électromagnétiques. Tout le reste, c'était détaillé de but en blanc, c'est-à-dire comment ça avait été provoqué en touchant l'ego ou en faisant remarquer par quelqu'un qui avait le réseau de connaissances et le pouvoir de vous faire blacklister, que ces blacklists existaient, et qu'à partir de là, il allait y avoir un jeu qui allait se faire autour de vous. Et elle disait à un moment donné, cette communauté de gamers grandissante sur Paris. Son article était de 2010. Et elle expliquait en fait tous les pions qui étaient recrutés. Donc on imaginait que c'était par voie pyramidale. Et puis, eux, ce qu'ils faisaient, et puis la cible, ce qu'elle ressentait chez elle. Le fait qu'il y avait énormément de pions qui pouvaient se retrouver au même endroit, mais qui s'ignoraient entre eux. Ils se regardaient même pas entre eux, en fait. Eux cherchaient qu'une chose. Bon. Mais que tous les moyens étaient bons pour que vous ayez l'impression d'être entouré en permanence par des centaines de personnes qui vous veulent du mal. Et qu'en fait, quand j'ai vu cet article, j'y retournais de temps en temps. Des fois, ça m'arrivait d'y retourner 3 fois dans la même journée. J'avais copié le lien, j'y retournais parce que ça me faisait vraiment du bien de le lire. Et le jour où je décide d'envoyer ce lien par mail à une dizaine de mes connaissances en disant voilà ce que je vis au quotidien, 2 jours plus tard, Monsieur Couvreur, 2 jours plus tard, je tapais sur le lien, il y avait marqué 404 no found, la page avait disparu. Cette femme avait signé à la fin en disant j'ai écrit cela parce que je le vis moi-même depuis 4 ans, signé Madame Banal. Donc si Madame Banal vient m'écouter aujourd'hui, je la remercie infiniment pour ça. Et le regret que j'avais de ne pas avoir fait un copier-coller de ce texte, de ne pas avoir fait des imprimes écran, vous n'imaginez pas. Mais je me suis rendu compte déjà que là, on ne voulait pas déjà entendre parler de ça. La deuxième chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que sur les sites un petit peu de gangstalking, machin, il y avait un faux TI qui était très doué, hein, qui avait créé un groupe Discord et puis qui glanait un peu en disant venez parce que nous on se réunit, on essaye de faire quelque chose et tout. Donc il vous donnait des infos, il vous donnait des noms d'élus qu'on pouvait contacter, etc. Bon, tout ça pour bien se mettre dans le rouge encore plus vis-à-vis de tout le monde. Et puis effectivement au début ça paraît tout à fait, voilà, lui il m'accueille, il me dit écoute bienvenue, il disait lui-même qu'il souffrait de la V2K. Mais j'ai trouvé ça un peu étonnant parce que le type réussissait à travailler à son compte, informaticien, le mec faisait du jardinage, le mec me disait qu'il courait 300 km par mois. À d'autres, hein, je suis sportif, quelqu'un qui court 300 km par mois, qui souffre de V2K en permanence, hein, qui souffre d'attaques électromagnétiques en plus, et qui réussit à avoir une vie comme ça, qui fait du jardinage, et puis qui réussit à trouver le temps de prendre du temps pour les TI, pour passer des moments. Donc tous les samedis, 14 heures, réunions, discussions, etc. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais un résumé de ce texte sur lequel j'étais tombé, et puis je le poste sur la page la plus regardée de ce groupe Discord. Étonnamment, le lendemain, j'y reviens, je ne trouve pas ce texte-là, en expliquant qu'effectivement, voilà, il s'agit d'un jeu, etc. Je vais vous expliquer, hein, Monsieur Couvard. Il s'agit d'un jeu, etc., qu'il y a des recrutements pyramidaux, que les leviers de manœuvre sont extrêmement puissants, puisque ça fait que 98% des gens qui sont approchés au minimum acceptent, sans réchigner, en fait, et qu'ils ont un intérêt, voire même une forme de passion qui les amène sans faillir. Parce que quand on n'a pas grand-chose à gagner, on ne va pas sortir quand il fait moins 4 degrés à 2h30 du matin, on ne va pas aller se payer des restos, payer des chambres d'hôtel, payer des frais d'autoroute, payer des déplacements, etc. pour pouvoir aller traquer une victime juste comme ça pour troller, quoi. C'est pas possible. C'est qu'il y a des leviers de manœuvre plus qu'intéressants. Et j'ai pu le lire, hein, par la passion sur leur visage. Donc à partir du moment où je vois pas ce poste, je dis à ce gars du groupe Discord qui se faisait nommer Cyrus Alpha, hein, je te passe bien le bonjour. Je lui dis, je ne vois plus. Il me dit, si, si, il est là. Je me rends compte que la page la moins réputée
la moins regardée, j'avais le début de l'article et ce qui avait été scindé en deux. Et la fin de mon article était sur une page un peu plus regardée, mais pas vraiment. Donc déjà, il avait scindé l'article en deux et lui-même avait donné la liberté. C'est là où je me suis rendu compte que, à partir de là, Monsieur Couvreur, je me suis fait défoncer. C'est-à-dire que c'est là où j'ai eu mes intoxications alimentaires. Je me suis retrouvé, comme je vous dis, j'avais quasiment plus de force. C'est-à-dire que même de monter une marche ou deux marches Mais d'escalier, une j'étais obligé de intoxication m'appuyer. alimentaire, on va peut-être s'arrêter un petit peu ici. Ça, c'est le médecin qui parle. Évidemment, ça sent l'empoisonnement. Il y a eu plusieurs témoins d'ailleurs. Je pense qu'ils ont utilisé pour une de l'arsenic, pour un autre. Je crois qu'ils ont utilisé des produits d'oncologie, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné une polyneuropathie, une atteinte nerveuse. Mais ça devient, il y a des attaques au gaz aussi, c'est-à-dire que les voisins bazardent du gaz sur l'appartement de la victime qui ne s'en sent pas bien. Mais il est évident que les moyens ne sont pas toujours des moyens électromagnétiques. Ils font un cocktail, c'est le cas de le dire, de moyens chimiques et de moyens électromagnétiques quand c'est nécessaire, surtout quand ils ont décidé de tuer la victime, ce qui, à mon avis, commence à être de plus en plus votre cas. Alors, moi, je vous dis pourquoi, en fait, ça les intéresse plus que je sois vivant que mort. Et ça intéresse, en fait, c'est pour ça que quand j'entendais, par exemple, hein, des personnes que vous avez interviewées et qui disaient que le but, c'était de nous tuer, etc. Non, parce que s'ils voulaient nous tuer, ça ferait longtemps qu'on serait mort. Et quand je vois, moi, l'intérêt qu'il y a aux suiveurs harceleurs, je rapporte beaucoup plus d'argent que j'en fais perdre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer, et c'est là où ils sont très forts, l'ingénierie, elle est satanique à ce niveau-là, ils ont réussi à créer un jeu tenu au secret, qui est sous forme pyramidale. C'est-à-dire que les premières personnes qui vous ont éventuellement, on va dire éventuellement, qui vous ont implanté, eux toucheront toujours de l'argent. Tous ceux qui participeront en dessous vont à un moment donné mettre une somme d'argent pour pouvoir rentrer dans ce jeu-là et pour pouvoir y participer. Ça commence déjà à mettre une première alimentation. On ne parle pas des éventuelles salles de paris privées à haut niveau sur votre devenir au bout d'un an en psychiatrie, au bout d'un an en erreur judiciaire, etc. Parce que ça peut également alimenter. Il va y avoir une première participation. Puis, il y a d'autres participations qui vont être, j'ai envie de dire, qui vont être en fonction au jour le jour pour avoir des informations, mettons, sur la cible, c'est-à-dire 95% de chances qu'elle se rende à telle salle de sport entre telle heure et telle heure, 90% de chances qu'elle se rende à tel centre commercial, etc., etc., ou pour qu'ils aient des informations dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'ils peuvent même avoir accès éventuellement aux caméras que vous pouvez avoir chez vous, voire même, j'ai envie de vous dire, pour les plus hauts niveaux, caméra dans l'œil, micro dans l'oreille, presque, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Donc, en fait, d'avoir accès à des données. Alors, il va y avoir des recrutements qui sont faits en vous faisant croire qu'il existe une communauté d'élite qui a décidé par sentiment d'injustice profond en France que la justice ne se faisait pas, d'éradiquer les saloperies de ce monde-là, donc des gens qui peuvent soi-disant être pédophiles, de cellules terroristes, trafiquants de drogue, etc., qu'on n'arrivera pas à planter autrement, et on va leur faire payer de manière générale en s'engraissant dessus. Et en fait, de pouvoir faire partie de cette communauté, bah, c'est vous rentrer dans une forme d'élite. Il va y avoir des gens qui vont vous coacher, parce que vous allez avoir du coaching en développement personnel. Vous allez rentrer dans une communauté un peu comme dans la franc-maçonnerie, mais en moins puissant, où vous allez avoir toute forme de corps de métier. Vous avez besoin d'un menuisier, d'un mécano, etc., où vous ne ferez pas arnaquer quelqu'un pour garder votre enfant qui fait partie de cette communauté, quelqu'un à qui vous voulez louer votre appartement, quelqu'un qui va vous louer un appartement, etc., etc. Et donc, moi, j'ai pu voir en fait comment se passaient ces recrutements-là, parce que j'ai un sens de l'observation qui s'est aiguisé avec le temps. J'ai pu voir comment il pouvait y avoir des recrutements. J'ai pu également voir, comme je vous dis, les intérêts qu'il pouvait y avoir. Parce que je ne pouvais pas comprendre, par exemple, pour mon propriétaire là dans la campagne, comment un homme de 65 ans à la retraite pouvait passer 12 heures de temps sur son tracteur à tourner en rond sans rien faire avec, hein, juste à tourner en rond pour pouvoir. Et puis je sentais à un moment donné les attaques, puis il s'arrêtait au moment où je sentais une attaque bien précise, il s'arrêtait. Il était parallèle, mettons, côté ouest d'une des fenêtres, parce que j'étais deux mobilhomes l'un côte à l'autre. Côte à côte, je pouvais voir s'arrêter puis regarder son téléphone sur son tracteur. Mais comment un homme sur un tracteur qui date de 1990, hein, pas les tracteurs d'aujourd'hui, quoi, hein, qui avait même pas de cabine,
comment il peut passer avec une chaleur époustouflante 12 heures de temps à dépenser du carburant juste pour me faire la misère, juste comme ça, même si on lui disait c'est le plus pourri des pourris, il aurait jamais passé 12 heures de temps. Et c'est là où j'ai pu voir en fait que des gens comme les voisins que j'ai au-dessus, qui jour, nuit, ils se relayent, hein. Il y en a un qui travaille dans les clims, l'autre qui est infirmière. J'ai envie de dire, ils ont quand même une activité. Jour, nuit, ils se relayent. Les voisins d'à côté, c'est pareil, en permanence. Un homme de 60 et quelques années, sa femme aussi, ils sont retraités tous les deux, en permanence. Des gens dans la rue, dès que je sors, en permanence. Donc, encore une fois, il va y avoir pas tout le monde qui fait partie de cette communauté, mais j'ai pu le voir dans la salle de sport où je vais. Depuis que je me suis relevé, j'ai décidé de faire tout l'inverse, de ne plus m'intéresser à ce sujet. Là, je fais une aparté hein, pour pouvoir laisser un témoignage que je pensais ne pouvoir jamais laisser d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Mais décidé de ne plus m'intéresser, puis bah, voilà, je vais faire du sport, même si c'est un sport de haute compétition au quotidien, de vivre une vie à peu près soi-disant normale, quoi. Hein. Faut pouvoir vraiment voilà. Et donc à la salle de sport où je vais, il y a 6 ou 7 personnes qui y travaillent, ils y participent tous. C'est-à-dire que quand j'y vais, normalement il doit y avoir un maximum de personnes au moment où j'y vais, ils sont 5 ou 6, hein. Ils sont tous présents. Et puis je les vois, ils se placent à des. Alors les placements, parce que ça aussi au début je n'arrivais pas à comprendre en véhicule. Sur autoroute, par exemple, je prenais n'importe quelle autoroute que je prenais, et même quand je partais à 3 heures du matin à l'improviste, très rapidement, j'avais au moins deux, trois voitures qui me dépassaient. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de rouler à 180, 200 km/h. Ils s'en foutaient, hein, mais il fallait qu'ils me passent devant. Et derrière, j'avais les ribambelles de voitures, automatiquement, tout le temps. J'ai pu voir qu'à chaque fois que je m'arrêtais quelque part, je me positionnais pour voir derrière ce qu'il y avait. Et ben, je pouvais voir, c'était un dimanche matin à 6 heures du matin, je pouvais voir 70, 80 voitures qui, au fur et à mesure, passaient et qui était derrière moi un peu plus loin. Donc j'ai cru comprendre qu'en fait, à chaque fois, les positions, il fallait que soit j'ai des gens qui soient devant moi, d'autres qui étaient derrière, soit à ma gauche et puis d'autres qui se mettaient à droite. J'ai pu le voir avec des piétons dans des centres commerciaux, j'ai pu le voir partout où j'allais. J'ai pu voir des véhicules qui faisaient, des chauffeurs qui faisaient j'ai envie de vous dire, des efforts vraiment importants pour réussir à se croiser à des moments précis au moment où je passais sous un pont. Alors que le pont, on le voit 1000 mètres avant, il n'y a aucune voiture qui passe, mais au moment où vous allez passer pile poil en dessous, vous avez deux voitures au-dessus qui vont se croiser juste sur votre tête. C'est quand même assez extraordinaire de réussir à faire ça. De la même manière, en fait, partout quand je vais dans un centre commercial, ou au début surtout, je voyais ça, dès que je voulais rentrer dans un magasin, j'avais quelqu'un à raison de 8 fois sur 10 qui se précipitait pour me passer devant, et puis deux, trois personnes qui se mettaient juste derrière moi. Et ça, c'était vraiment des placements que j'ai remarqué importants, parce qu'en plus de ça, je les voyais systématiquement en train de regarder leur téléphone portable. Mhm. Donc, je me suis dit, soit ils ont une application qui leur permet, alors vraisemblablement, de ce que j'ai Oui, pu observer, ça leur probablement. permet de voir en permanence, en fait, les symptômes que j'ai au niveau du corps. Mhm. Et ils peuvent jouer avec les émetteurs et récepteurs que j'ai dans le corps. Donc, à partir du moment où il y a eu un premier signal fait souvent par les voisins qui sont le plus proches pendant la nuit, on a réussi à créer la base d'un signal. Sur cette base de signal qui va être propagée à tous les joueurs qui participent, il va y avoir effectivement, on va pouvoir attaquer à partir de là. C'est comme si c'était un émetteur, c'est comme si c'était un récepteur, pardon, et qu'ils allaient pouvoir émettre des signaux Faire et que une petite pause parce que vous avez utilisé un mot nouveau dans les témoignages, bien que moi je l'avais entendu. C'est les gamers, des joueurs. C'est effectivement, ils placent la victime au centre d'un jeu. Il y a de l'argent. Il y a des pervers, évidemment, qui paient des sommes importantes sur le dark web pour pouvoir torturer la victime. Euh, donc, effectivement, cette notion de jeu est très importante et ne semble pas naturelle dans quelque chose aussi cruel et dégueulasse. Mais il y a une telle quantité de personnel et de matériel investi que les sommes sont absolument fabuleuses. Donc, qui paie tout ça et comment ça se paie? Moi, je n'ai pas d'autre explication que de la crapulerie d'État. C'est-à-dire que, bah, toi, on sait que tu es pédo, bah, si tu veux pas torturer Roman, bah, tu vas avoir des moi, problèmes. ce que je crois, Toi, tu as besoin de sous, on va t'en donner si. Toi, ton petit trafic de drogue, on ferme les yeux. Toi, ton travail de macro, on n'a rien vu. C'est comme ça aussi qui se paie. On sait que le plus grand trafiquant de drogue au monde, bah, c'est la CIA, tout le monde le sait. alors, moi, ce que je crois, Monsieur Couvreur, c'est que, par exemple, quand on va déménager et
qu'on va, parce qu'ils poussent le vice un peu loin, c'est-à-dire qu'ils revendent le contrat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit que vous avez pu rapporter, alors ça peut être sous forme de crypto-monnaie, parce qu'encore une fois, des versements d'argent sur des comptes, à un moment donné, c'est tracé. On peut pas, et à cette échelle-là, c'est pas possible. Donc, ça doit être peut-être sous forme de crypto-monnaie, davantage en nature. Ça peut être même, parce que bizarrement, en fait, sur deux adresses où j'ai été, très peu de temps après que je sois arrivé, des voitures neuves arrivaient aux voisins immédiats. Voilà. Il y a ce genre de choses qui peuvent être effectivement, voilà, qui peuvent s'expliquer. Mais je crois en fait que vous êtes un contrat et en fonction de ce que vous avez fait gagner au précédent de votre secteur, c'est-à-dire vous pouviez être dans le nord de la France, vous déménagez dans le sud de la France, c'est pas les mêmes qui vous suivent, forcément. Il va y avoir donc un petit groupe qui vont travailler effectivement à un très haut niveau. Eux, ça va être leur fonction, ça va être de pouvoir faire fonctionner le jeu en permanence. Mais c'est un tout petit groupe. Et d'ailleurs, ça, c'était mis sur cet article de cette femme qui avait cette Madame Banal. C'est un tout petit groupe. Tout le reste, en fait, ça va être des pions de manière générale qui vont être intéressés par quelque chose. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça et depuis de pouvoir le valider sur le terrain, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup d'entre eux, c'était pas du tout leur intérêt de faire souffrir, eux, leur intérêt, c'était de gagner quelque chose. Voilà. S'il fallait effectivement que la victime, elle galère, que la cible, elle galère, bah, elle galérera. Mais eux, leur intérêt, c'est pas vraiment qu'elle galère, c'était de gagner quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'ils se déplacent. Ça, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien à un moment donné, ça m'a fait descendre le stress de 70%. Après, il faut savoir, donc, je parlais de contrat, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez fait gagner, on va approcher. Il y a des groupes déjà existants partout, hein, dans tous les départements, des groupes de pions qui se sont déjà organisés, qui peuvent être 10, 15, qui peuvent faire partie de systèmes de vigilance voisinage. Il y en a un qui va travailler dans les télécommunications, l'autre qui va être installateur Internet, l'autre qui va travailler. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils se regroupent en fonction de bons. Voilà. Ils sont bons là. L'autre qui va être à la mairie, l'autre, etc. Donc, ça va être des groupes qui existent déjà. Ces groupes vont être démarchés en disant voilà, il y a une cible qui s'installe là. Voilà. Mise aux enchères éventuellement. On suppose, hein. Et là, il va y avoir un achat de contrat. Boum. Sur cet achat de contrat, il peut y avoir d'autres qui se greffent en sous-traitance, c'est-à-dire qu'ils vont participer à une certaine hauteur, comme des actions qu'ils vont mettre sur le contrat en lui-même, etc., etc. Donc, c'est ce qui va expliquer qu'au bout d'un moment, plus ça va, plus il va y avoir de monde. Les effets sur le corps, pour y revenir et pour voir comment, en fait, ça s'alimente tout ça et pourquoi, en fait, ils arrivent à recruter et pourquoi ils arrivent à alimenter financièrement, finalement. C'est-à-dire que cet argent-là ne sort pas de l'état profond. C'est sûr. Au début, oui, pour la structure du jeu, et puis pour payer éventuellement ces 10-15 individus qui seront là pour faire fonctionner le jeu dans votre département. Mais pour tous les autres groupes, c'est eux qui vont payer. Pour tous les pions, c'est eux qui vont payer finalement. Puis à tort ou à raison, c'est-à-dire que s'ils ont réussi à mordre, à vous faire un nouveau symptôme, à vous créer un nouveau symptôme, ils vont gagner quelque chose. S'ils réussissent pas, ils perdent ce qu'ils ont mis dans la journée, par Exact. exemple. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je me lève un matin, j'ai un point au niveau costal, mais un point vraiment douloureux. Alors, je vais arriver au centre commercial et puis qu'est-ce que je vais voir là? À peine je me suis garé, j'ai un couple d'anciens qui passe, 70 ans environ, et puis j'ai le monsieur qui est en train de se tenir exactement l'endroit où j'ai mal, qui boite comme ça, qui grimace et puis qui me regarde tout doucement. Voilà. Ça, déjà, c'est le signal pour vous dire quand même que déjà, eux sont au courant de ce symptôme que je viens d'avoir le matin même, quoi, hein, au réveil. Bon, là, à partir de là, c'est comme si ce signal-là, il pouvait émettre des signaux avec les téléphones portables en se positionnant de part et d'autre de moi à des moments bien précis et pendant un temps, par exemple, précis. OK. À partir de là, c'est comme si ils arrivaient à créer c'est comme si ça pouvait faire partir un nanophile de cet endroit-là pour aller l'attacher à un autre endroit et que ça allait irradier cette douleur. Si eux réussissent à faire ça, ils sont par exemple un groupe de 10 à avoir réussi à faire ça, qui participent ensemble. S'ils réussissent à faire ça, à partir de là, eux, ils vont pouvoir recruter d'autres personnes et leur dire sur ce fil-là, sur tout le long de ce fil, vous pouvez vous raccorder pour créer d'autres connexions qui se mettront sur d'autres récepteurs. Et en fait, ça va vous multiplier les symptômes qui vont se transformer très rapidement en fibromyalgie, hein, j'ai envie de vous dire, où vous allez avoir des douleurs à la nuque. Moi, j'ai pu avoir douleur à la jambe, douleur à la hanche, j'avais perte de motricité de 30%, jambe droite, j'avais des fourmis permanentes à la Il y a, main droite. oui, il y a juste encore une petite chose sur laquelle j'aimerais qu'on. D'accord, ça peut tourner, je dirais, en circuit fermé, on va dire sur le dark web. OK. Mais le but de tout ça, OK, il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a tout ce que vous voulez. Mais je reste persuadé, vous me donnerez votre avis,
que quand même, à travers les expériences qu'on vous fait subir, il y a une fabrication de données, de data, qui passe dans une intelligence artificielle, à mon avis. À mon avis également, dans le domaine médical, et j'ai déjà cité un hôpital parisien plusieurs fois, ils se reconnaîtront, que je soupçonne très fort de centraliser les données d'un point de vue médical. Il y a une centralisation d'un point de vue militaire, parce que, au bout du bout, ce que vous vivez, c'est la mise en condition de l'individu du futur, c'est-à-dire un individu robotisé, victime d'autres robots, les persécuteurs peut-être, mais c'est une espèce d'école nationale d'administration du crime. Mais au-dessus de tout ça, il y a une volonté, je dirais politique, mais on est au-delà, de s'approprier l'esprit et la vie de tous les citoyens, d'où le titre de ma chaîne. Ah ben complètement. C'est-à-dire, moi, j'irais même, si vous me le permettez, un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment derrière le rideau. Moi, je pense même que c'est carrément des entités de basse vibration hein, qui dominent ce genre de choses. Et puis après, ça va descendre par échelle, si vous voulez. Encore une fois, c'est des pions. L'homme est un pion, quel que soit son niveau de pouvoir, j'ai envie de dire quelque Absolument. part. Ça va desservir plusieurs desseins. C'est-à-dire que effectivement, vous parlez d'intelligence artificielle. Il est évident que tous les TI sont analysés de fond en comble. Il y a même la duplication d'un cerveau artificiel qui va se dupliquer sur le vôtre de manière générale pour avoir les anticipations éventuellement de tout ce que vous pouvez éventuellement faire. Ce qui n'a pas déjà été anticipé est notifié, enregistré, et ça permet également de servir au programme de dépopulation éventuellement plus tard. Quand il va y avoir des attaques à plus grande échelle, parce que c'est pas possible que ce soit fait de cette manière-là sans viser de plus en plus d'individus, c'est-à-dire que même les harceleurs eux-mêmes vont se retrouver complètement piégés par ce phénomène, voire d'autres également. Donc, ça va servir également ce côté dépopulation, ce côté éventuellement de pouvoir fermer toute possibilité de la création d'une cinquième colonne, parce que toute réaction sera déjà anticipée avec différents profils, que ce soit au niveau social, d'intelligence, de degrés de résistance différents, en fait, depuis tant d'années, depuis tant de dizaines d'années, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est déjà référencé, c'est analysé, c'est enregistré en intelligence artificielle. Et il y a énormément d'autres choses qui nous échappent encore dedans. Encore une fois, c'est vraiment une ingénierie qui est poussée à un niveau qui nous dépasse complètement. C'est vrai, mais il y a un but avec un grand B derrière, vous l'avez évoqué. Bon, ben, on parle de la théorie du complot avec un grand C, on est dans un processus apocalyptique, c'est-à-dire que vous avez une secte messianique qui a décidé de prendre le pouvoir avec un grand P, et tous les rouages en dessous ne servent qu'à augmenter ce pouvoir. Mais nous allons bientôt arriver à une heure d'émission et j'essaie de tenir un peu ce créneau pour les auditeurs. Je vais me permettre, avant d'oublier, de mentionner votre réaction à mon égard qui était tout à fait justifiée. C'est-à-dire que vous avez posé la question, pourquoi vous, Yves Coureur, avec ce que vous faites, vous êtes toujours vivant? C'est suspect. Et vous avez parfaitement bien identifié la difficulté qu'il y a de cerner une personne honnête et une personne qui est infiltrée. Malheureusement, le jeu, c'est encore compliqué. Je ne donnerai pas de détails ici personnels, mais j'ai eu affaire à une personne qui m'a été envoyée, mais cette personne était sous MK Ultra, c'est-à-dire que j'avais droit à une personnalité très sympathique, très avenante, très séduisante, et puis derrière, j'ai vu les personnalités déclenchées derrière. Donc, dans toute cette échelle de pouvoir et de pions que vous décrivez, tout le monde n'est pas une seule personne. Vous pouvez non seulement avoir des gens qui jouent double jeu, mais ne même pas être au courant qu'ils jouent double jeu parce qu'ils sont déjà eux-mêmes programmés. Voilà, ça c'était la réflexion. Donc personne n'a la preuve que je ne suis pas un agent en face. Hmm. Je n'ai moi-même aucune possibilité de le démontrer. J'en ai discuté avec une personne qui se présentait comme victime et qui certifiait qu'elle n'était pas sous contrôle. J'ai expliqué que
c'était tout à fait contraire au théorème de Turing. Et c'était comme si on pouvait dire qu'il y avait un antivirus général. On sait que ça n'existera jamais parce que c'est une impossibilité logique. Je n'ai aucune possibilité, moi, de démontrer que je suis un homme sincère. Vous non plus. Et entre la sincérité complète, la duplicité complète, il y a des nuances de gris. Et en plus, des gens dont les personnalités peuvent être déclenchées sans même qu'ils s'en rendent compte. Parce que nous arrivons à ce degré d'investissement psychotronique dont le but ultime, me semble-t-il, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est quand même de nous placer tous dans Matrix. Je ne sais pas si vous partagez ma vision. Bien sûr, bah en fait oui, ça match, hein, je pense la même chose que vous et je vous dis après, on pourrait en débattre pendant des heures en fait, Monsieur Couvreur, parce que je pourrais ramener d'autres éléments, vous ramèneriez d'autres éléments, etc. Et c'en est presque passionnant si on n'en était pas, entre guillemets, victime. Moi, en tout cas, si vous me permettez de mon côté cette précision, c'est que bah, vous êtes quand même, j'ai été très surpris. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, je dis, tiens, on va aller regarder ce qui se passe sur Internet à ce sujet-là. Est-ce que ça a évolué? Parce qu'avant, je me disais, c'est impossible à l'échelle où je le vois, qu'il n'y ait pas d'informations qui sortent. Je voyais rien, je voyais pas poste, je voyais pas de vidéo. Si, américain, bon, moi, il y avait quelques trucs, mais j'entendais tout le temps des trucs qui étaient un peu barrés. Ça tenait pas la route, quoi, quelque part. C'était aussi barré que moi, ce que je pouvais dire. On n'avait pas d'éléments, il n'y avait pas de choses qui pouvaient, on pouvait pas faire de corrélation, quoi. Et là, en fait, je tombe donc sur une première personne, bah, Frédéric Laroche, sur son Facebook, et puis je vois une vidéo Crowdbunker de vous. Et puis là, d'un coup d'un seul, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes quand même la seule personne. Alors après, moi, agent double ou pas agent double, non, parce que je vois franchement pas votre intérêt. Après, je peux toujours me tromper. Encore une fois, je vois vraiment pas votre intérêt à vous, dans la mesure où ce que vous faites, moi, je n'ai jamais vu personne le faire. Et c'est ce qui m'amène en fait à prendre ce temps et à revenir sur le sujet, parce que j'avais décidé d'arrêter toute recherche à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai récupéré de la santé, hein, parce que leur jeu à eux, c'est de faire en sorte que vous y pensiez tout le temps et que vous soyez tout le temps en fait la tête dedans, quoi, en permanence, que ce soit par les douleurs, que ce soit par la pression psychologique, émotionnelle, matérielle. Ben voilà, c'est-à-dire que j'ai pas eu suffisamment de temps pour vous expliquer tout ce que je vis, mais j'ai eu le droit à tout, j'ai envie de vous dire, hein. Et donc, moi, ce qui m'a amené vraiment à prendre ce temps pour vous laisser mon témoignage, c'est que vous êtes la seule personne jusqu'à ce jour en France et vous êtes médecin en plus de ça, donc à un moment donné, il y a quand même un degré de sérieux sur lequel on peut ne pas douter, qui prenait de votre temps pour pouvoir interviewer des gens qui vivent. Alors peut-être que vous avez interviewé des faux TI à certains moments. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai même interviewé des TI, j'ai cité le nom, je ne veux pas le refaire encore une fois, mais donc je sais qu'elle est vraiment TI, qu'elle est vraiment ciblée, mais ça n'empêche pas d'être une sataniste. Oui. Alors bon, j'ai effectivement interviewé une personne, j'aurais pas dû, elle, c'était une pure et simple mythomane. Mais c'est inévitable. On m'a déjà, on Oui. l'a déjà dit, mais il est impossible d'avoir un filtre efficace à 100%. On revient au théorème de Turing, de savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai. Je pense que c'est aux auditeurs et aux spectateurs que nous allons bientôt quitter de se faire leur idée, mais pour donner un élément de crédibilité, je vous remercie des gentillesses que vous venez de dire à mon égard, mais comme je vous l'ai dit off avant qu'on commence, je suis moi-même ciblé maintenant, et je le sais, et je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Donc, je fais partie maintenant de la communauté aussi des ciblés. Ça peut être discuté. Une question, Monsieur Couvreur. Est-ce que Mhm. vous me permettez une question? Je vous en Parce que prie. moi, qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous intéresser à ce sujet et pas à un autre et de faire ce que vous faites? Ça m'intéresse quand même. Ben, on m'a posé la question. J'ai été éduqué par des parents que je trouve des personnes tout à fait estimables. Et en vieillissant, je les trouve de plus en plus estimables. Quand on est adolescent, on peut se rendre compte que combien on a peut-être été détestable avec ses propres parents. Et j'en suis désolé parfois pour eux de mon comportement. Mais enfin, les parents sont nés pour souffrir, en partie. Mais je ne peux pas supporter l'injustice. C'était la raison pour laquelle j'ai d'abord commencé un combat contre le Covid, contre le vaccin, puisqu'en début 2021, j'ai fait une vidéo sur Kéros pour dire que ça serait un massacre sans nom. J'étais encore en dessous de la vérité. Non, j'ai une révulsion.
je dirais, instinctive face à la saloperie et surtout à l'utilisation du pouvoir de personnes qui sont situées haut, soi-disant, dans la pyramide et qui se permettent d'écraser toutes les personnes qui sont. Donc pour moi, c'est quelque chose d'instinctif, ça fait partie de ma vie et si je ne le fais pas, au fond, je me suicide. Donc je préfère prendre des risques et devenir un individu ciblé et de participer à ce que vous avez d'ailleurs décrit tout à l'heure. Je mourrai debout et pas à genoux, et c'est tout. Mais je ne me fais aucune illusion sur mon avenir qui de toute façon est très largement derrière moi, ce qui me donne des libertés que vous, plus jeunes, vous n'avez peut-être pas et ça diminue mon mérite dans cette affaire-là. Mais je vous laisserai le dernier mot peut-être pour clore cette émission. Quel est le message que vous voudriez faire passer? Bah, moi, je dirais à tous ceux qui vivent le gang stalking, avec ou sans attaque à énergie dirigée, mais de toute façon, ils vivent majoritairement tous avec ces attaques électromagnétiques. C'est que surtout, la dernière chose à faire, c'est de faire ce qu'ils attendent de vous, c'est-à-dire que vous soyez cloîtrés, c'est-à-dire que vous ayez tout le temps à l'esprit ce qui se passe du matin au soir autour de vous, de remarquer tel voisin, de remarquer leur placement de véhicule, de remarquer machin. Non, faites toujours quelque chose qui soit bien pour vous, au moins une bonne chose dans la journée. Essayer de développer tout ce qui est de provoquer en fait des montées naturelles des enzymes du plaisir, de l'endorphine, etc. de façon naturelle, prendre du soleil, caresser un animal, trouver goût à quelque chose, aller faire du sport. De toute façon, les attaques ne changeront pas, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en extérieur, mais plus vous allez bouger, plus vous allez avoir un peu la santé, et moins vous allez mettre la tête à rechercher des articles, à essayer d'eux, etc. Et plus, enfin moi en tout cas, c'est de mon expérience, et plus on va se sortir la tête de l'eau. Il y a, et encore une fois, énormément de gens qui peuvent vous tourner autour. Il y en a une majorité, c'est pas du tout la même chose. J'ai pu remarquer, par exemple, que certains jouaient à un autre jeu. C'était, par exemple, d'aller un peu comme Pokémon Go, mais ils ont votre position. On arrive à faire ça, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir 1000 personnes qui nous veulent du mal autour de nous. En fait, non. Il y en a peut-être 50 parmi les 1000. Donc voilà, je pense aussi qu'il faut pouvoir pardonner à l'humain qui est faible aujourd'hui, qui s'est fait recruter là-dedans. Et je dirais à toute personne qui écoute, ça, faites attention le jour où on vous approche pour rentrer dans ce genre de choses parce que vous vendez votre âme au diable. Voilà. Et je terminerai là-dessus et puis je terminerai surtout pour vous, Monsieur Couvreur, en vous remerciant infiniment pour votre travail, sincèrement, parce qu'il faut être victime de ça, faut être ciblé pour se rendre compte en fait que des gens qui ne sont pas ciblés prennent le risque de l'être à un moment donné et mouillent vraiment le maillot, quoi. Donc je vous dis chapeau, merci encore et puis merci pour ce moment de partage qui m'a permis en fait de pouvoir enfin laisser un témoignage de ce que j'ai vécu, même s'il a été extrêmement résumé. Voilà. Merci beaucoup, Roman. J'approuve vraiment tout à fait votre vision, on va dire un peu mystique de l'affrontement, et je pense que c'est la bonne façon de s'en sortir, c'est de ne pas leur donner le plaisir de croire qu'ils sont notre unique pensée, notre unique but dans la vie. C'est leur faire trop d'honneur. Mais vous avez raison, et un des témoins également avait fait un très beau texte, je pense que c'était Niki, sur les harceleurs et sur, d'une certaine façon, le pardon qu'il leur octroyait en disant, au fond, est-ce que j'aurais mieux fait dans telle ou telle situation? Voilà. Exact, exactement. Bah, voilà. C'était, je pense, un beau mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va rester quelques minutes en dehors après la fin de l'enregistrement. En tout cas, merci pour ce témoignage.